Bonjour, on se retrouve pour notre dernière explication de texte pour cette année 2020, qui ne servira peut-être pas si début juin on apprend que l'épreuve est annulée ou déplacée. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, ça fera notre 15e. Alors, je vous avais demandé en amont de procéder à un petit travail. Alors, vous y êtes habitué maintenant, je vous demande toujours de vous renseigner un petit peu sur l'auteur, de manière un peu ludique. Et il y avait cette vidéo, c'est vrai, sur YouTube, qui était plutôt complète, pas mal fait par une internaute. Donc vous avez a priori découvert cet auteur, aux multiples visages, aux multiples identités, qui a fait 36 000 trucs dans sa vie. Ça ne l'a pas empêché de mettre malheureusement fin à ses jours. Hein, sans doute insatisfait de sa vie, trop sensible. Je vous avais d'ailleurs proposé de lire l'intégralité de la nouvelle J'ai soif d'innocence. Beaucoup l'avaient lu suite au recueil de nouvelles que je vous avais proposé en lecture cursive, mais voilà, d'autres avaient fait des choix différents. Donc voilà, pour une dizaine de pages sur l'appli Calaméo, je vous avais proposé de lire l'intégralité. D'ailleurs, moi, dans mon explication aujourd'hui, je lèverai le suspense. Je vais spoiler, comme on dit, la fin, etc. Donc voilà, tant pis si vous ne l'avez pas lu. Alors, vous aviez aussi des petites questions préparatoires à faire. Voilà, je vous les remontre. Et effectivement, je couvrirai par mon explication la correction de ces questions. Alors rappelez-vous, on commence toujours par proposer une introduction. Donc vous allez voir, moi j'ai fait le choix de démarrer sur Romain Gary parce que dans cette nouvelle formule d'oral, on va à l'essentiel, on pose un contexte littéraire, on éclaire l'identité d'un auteur, on pose rapidement les références de l'œuvre, puisque avec la lecture, il ne faut pas que ça dépasse 2 minutes. Alors moi je rappellerai que tout simplement Romain Gary est un diplomate et écrivain français. Il est né en 1914 en Lituanie. Il a été élevé par une mère qu'il a souvent célébrée dans son œuvre, une mère qui lui était très chère. Il a écrit de nombreux ouvrages, pas seulement romanesques, et certains sous des pseudonymes. Alors parmi ces pseudonymes, on retient surtout celui d'Émile Ajar. Alors sa vie a été marquée bien sûr par le sort réservé aux Juifs pendant la Shoah, puisque ses deux parents étaient juifs et la plupart de sa famille est morte en déportation. Sa vie a été marquée par son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, du côté des Français, du côté des Alliés, et par ses nombreux voyages. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, d'où sa carrière diplomatique. Son œuvre montre souvent ce goût pour les voyages. On en a un aperçu avec la nouvelle J'ai soif d'innocence. Alors nouvelle qui a été publiée finalement une poignée d'années après l'obtention de son premier prix Goncourt. Donc on est en 1962 pour cette publication, et voici le début de la nouvelle dont je vais faire une lecture. Lorsque je décidai enfin de quitter la civilisation et ses fausses valeurs, et de me retirer dans une île du Pacifique, sur un récif de corail, au bord d'une lagune bleue, le plus loin possible du monde mercantile entièrement tourné vers les biens matériels, je le fis pour des raisons qui ne surprendront que les natures vraiment endurcies. J'avais soif d'innocence. J'éprouvais le besoin de m'évader de cette atmosphère de compétition frénétique et de lutte pour le profit, où l'absence de tout scrupule était devenue la règle et où, pour une nature un peu délicate et une âme d'artiste comme la mienne, il devenait de plus en plus difficile de se procurer ces quelques facilités matérielles indispensables à la paix de l'esprit. Oui, c'est surtout de désintéressement que j'avais besoin. Tous ceux qui me connaissent savent le prix que j'attache à cette qualité. La première, peut-être même la seule que j'exige de mes amis. Je rêvais de me sentir entouré d'êtres simples et serviables, au cœur entièrement incapable de calculs sordides, auxquels je pourrais tout demander, leur accordant mon amitié en échange, sans craindre que quelque mesquine considération d'intérêt ne vînt ternir nos rapports. Je liquidai donc les quelques affaires personnelles dont je m'occupais, et arrivai à Tahiti au début de l'été. Je fus déçu par Papeete. La ville est charmante,
Mais la civilisation y montre partout le bout de l'oreille. Tout y a un prix, un salaire. Un domestique est un salarié, et non un ami, et s'attend à être payé au bout du mois. L'expression gagner sa vie y revient avec une insistance pénible. Et ainsi que je l'ai dit, l'argent était une des choses que j'étais décidé à fuir le plus loin possible. Je résolus donc d'aller vivre dans une petite île perdue des Marquises, Taratora, que je choisis au hasard sur une carte, et où le bateau du comptoir Perlier d'Océanie jetait l'ancre 3 fois par an. Dès que je pris pied sur l'île, je sentis que mes rêves étaient enfin sur le point de se réaliser. Toute la beauté, 1000 fois décrite, mais toujours bouleversante, lorsqu'on la voit enfin de ses propres yeux, du paysage polynésien, s'offrit à moi au premier pas que je fis sur la plage. La chute vertigineuse des palmiers de la montagne à la mer, la paix indolente d'une lagune que les récifs entouraient de leur protection, le petit village aux paillotes, dont la légèreté même semblait indiquer une absence de tout souci, et d'où courait déjà vers moi les bras ouverts une population dont je le sentis immédiatement, on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l'amitié. Donc pardon pour la... Voilà, au lieu de paillote, donc la paillote désignant des petites habitations, souvent de bord de plage, avec une structure souvent très effectivement légère, toit en paille, d'où le mot paillote. Les papillotes, c'est à Noël, d'accord? Ça se déguste. Alors pour aborder ce texte, il y a effectivement des fils rouges, avec nombreux qui sont possibles. Je ne sais pas quelle problématique vous aviez envisagée, mais ici on va surtout s'intéresser à ces deux mondes qui sont mis en confrontation. D'un côté le monde civilisé avec tout ce qu'il a un peu de pourri, ce poids de l'argent, cette société de consommation, et puis de l'autre, évidemment, le monde innocent, le monde plutôt naturel, voilà, qui est incarné ici par l'île. On peut aussi effectivement s'interroger sur les marques du récit, mais on verra à quel point ce récit cache déjà de manière implicite des prises de position de la part de Romain Gary. Donc vous voyez, il y a plusieurs problématiques possibles, mais l'idée, rappelez-vous, quand vous avez terminé votre lecture, c'est de proposer une sorte de projet. Alors ça ne veut pas dire d'annoncer un plan, comme dans un commentaire à l'écrit, mais annoncer un projet qui donnera un petit peu plus de sens et qui évitera qu'on ait l'impression d'un catalogue de procédés qui ne seraient pas liés entre eux. Alors justement, pour attaquer le texte, il est évident que deux éléments sont importants. Non seulement c'est le début, c'est ce qu'on appelle un incipit, ça vient du latin, incipit, ça veut dire ça commence, ou appeler ça un démarrage. Donc c'est l'incipit d'une nouvelle. La nouvelle, c'est un type de récit qui doit être court, et qui souvent réserve un effet de chute, un effet de surprise à la fin. Donc on verra que cet incipit, en finalement un peu de lignes, dit beaucoup. Et effectivement, c'est un récit. Alors, dès le début, moi j'attire votre attention sur cette énonciation à la première personne. En fait, Romain Gary a fait le choix de donner les rênes de la narration à un narrateur-personnage qui s'exprime à la première personne. Faut pas forcément en faire une œuvre autobiographique, même si on sait que Romain Gary a voyagé. Voilà, là, c'est un personnage de fiction qu'il propose et qui joue le rôle aussi de narrateur. Alors quel effet ça crée ce choix de narration? C'est que du coup, ça donne vraiment l'impression qu'on est face à un récit authentique. On a l'impression d'être face à une confession, un témoignage. Et du coup, on a vraiment la sensation que c'est vrai. Et évidemment, la vision qui va nous être proposée ici, c'est une vision subjective, évidemment. Ce sont les sentiments, c'est le point de vue de ce personnage, et on verra que ça nous permettra aussi de saisir quelque part un peu la dimension hypocrite,
un peu la mauvaise foi de ce narrateur-personnage. Je m'adresse notamment à ceux qui connaissent la fin. On verra qu'effectivement, malgré tout ce qui le motive dans cet incipit, il aura du mal à se tenir à sa ligne de conduite. Donc voilà, dès la première phrase, j'attire votre attention sur cette marque énonciative, et puis évidemment sur autre marque du récit. Alors là, je vais peut-être souligner. On est face à un récit, donc on a des verbes au passé simple, on a des verbes d'action qui vont intervenir au fur et à mesure du texte. On n'a pas besoin forcément de tous les souligner, mais le passé simple montre effectivement des actions qui sont au cœur du récit, et on peut constater, on le verra au fur et à mesure, qu'on a aussi des verbes de mouvement, parce que on va se rendre compte que cette première phrase, elle nous montre qu'il va s'agir d'une fuite géographique, mais aussi d'une fuite idéologique. Alors, ce qui est étonnant dans cette longue première phrase, c'est que toutes les circonstances vont nous être données. En une seule phrase, on va tout savoir. On va connaître en partie, bon, bien sûr, l'identité du narrateur, le cadre géographique, et puis, a priori, voilà, son besoin de s'enfuir. En revanche, vous noterez du coup que la narration commence sur l'élément perturbateur. Lorsque je décidais, on n'a pas la situation initiale. Vous vous souvenez, le schéma narratif, c'est ce qui permet de construire de manière un peu schématique un récit, souvent quand il est court, par exemple un conte. Situation initiale, élément perturbateur, les péripéties, c'est-à-dire le gros de l'histoire, puis l'élément de résolution et la situation finale. Bon. Là, vous constaterez que d'emblée, notre incipit commence sur finalement sur l'élément perturbateur, sur la décision, cette prise de décision extrême de changer de vie de la part du narrateur. Alors qu'on aurait pu avoir quoi en situation initiale, pourquoi pas peut-être un panorama de sa vie, vraisemblablement en France, mais voilà. Donc pourquoi avoir fait voler entre guillemets la situation initiale? Rappelez-vous, c'est une nouvelle, il faut aller droit à l'essentiel, donc l'essentiel c'est ce changement de cap qui va s'opérer. Alors donc dès ce premier, alors c'est là qu'il me faut du fluo, donc dès cette première phrase, on va être sensible à la confrontation entre deux univers. L'univers de la société de consommation, donc il va être incarné par, allez, je vais choisir non, je mets du fluo, hop, allez, je vais mettre ça en rose, par contre je vais remettre voilà, donc allez, tout ce qui renvoie à l'univers de la société de consommation, on va le mettre, alors hop, je vais prendre fausse valeur évidemment, monde mercantile. Alors je vous avais pas demandé de chercher le vocabulaire, mais j'espère que vous êtes à un âge où quand vous voyez un mot dont vous ignorez le sens, vous allez chercher sa définition, peut-être pas dans un dictionnaire si vous trouvez ça ringard, mais au moins sur le net. Donc mercantile, c'est synonyme de commercial. Bien matériel. Donc voilà, donc en fluo rose, chaque fois que je dégainerai ce code, vous saurez que ça renvoie à ce lexique de du monde capitaliste. Alors en opposition, on découvre au contraire tout ce qui va a priori renvoyer à un monde désintéressé, un monde qui fait rêver, un monde paradisiaque. Alors là, je vais choisir peut-être du vert. Hop, le fameux le récif de corail, la lagune bleue. On se rend compte
à ces éléments que j'ai mis en avant en vert, que c'est un peu une image de carte postale d'emblée qui nous est proposée. L'île, le récif de corail, la lagune bleue, on a vraiment d'emblée un peu cette image de carte postale de l'univers paradisiaque, celui qui va faire rêver. Dès cette première phrase, on va se rendre compte que c'est un peu une vision peut-être manichéenne déjà qui se profile dans la bouche de ce narrateur à la première personne. Alors, je rappelle, on l'a déjà vu ensemble cette année, mais j'ai dit tellement de choses que vous avez dû oublier. L'adjectif manichéen s'utilise pour des univers sans nuance, c'est-à-dire d'un côté il y a les méchants, tout est noir, et de l'autre il y a les gentils, tout est blanc, un peu comme dans les contes. J'avais dû vous donner aussi l'exemple du cinéma américain auquel on reproche d'être souvent très manichéen, c'est-à-dire les gentils, ceux qui sauvent la planète, ce sont les Américains, et les méchants forcément c'est l'envahisseur, ce sont les étrangers. Bon. Et donc là aussi on a une vision un peu manichéenne, c'est-à-dire que la civilisation, voilà, tout y est pourri, et regardez à quel point il y a ces effets d'insistance qui montrent bien ce manichéisme qui est presque de l'ordre de la mauvaise foi. Et cette idée qu'au contraire, tout est bien du côté de, là en l'occurrence, des îles polynésiennes. Alors, dans ces marques... alors là, je vais peut-être mettre du coup les termes en blanc. Alors là, en bleu, je vais mettre en avant ce que je vais appeler effectivement ces marques, si vous voulez, de ce manichéisme, cette espèce de mauvaise foi qui intervient et qui donne l'impression que voilà, le personnage n'est pas forcément très objectif quand il juge un côté ou l'autre. Alors, si vous voulez, peut-être pour... je vais vous mettre la petite légende. Donc, lexique, monde capitaliste, le monde de l'argent. Donc ça, c'est en rose. En vert, je vous ai dit lexique, monde de l'innocence. Hein. Dès la ligne 6, quand on va attaquer la ligne 6, j'en profiterai pour expliquer le sens du titre et la figure de style qui se cache derrière. Hein. Je n'ai pas oublié. En bleu, on va faire apparaître indice du manichéisme. Voilà, ce sera peut-être plus facile pour vous y retrouver. Bien que l'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez mettre à pause et gérer comme vous l'entendez. Alors, ce que j'ajouterai sur cette première phrase, hein, j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, je le reconnais, c'est que cette première phrase, elle joue la carte du suspense. Pourquoi? Vous avez vu, déjà elle est longue, elle utilise beaucoup la syntaxe en juxtaposition. Hein, regardez le nombre de virgules. Hein. Une île du Pacifique, virgule, récif de corail, virgule, lagune bleue, virgule, bien matériel, virgule. Donc non seulement, voilà, elle utilise cette juxtaposition qui permet à Romain Gary de rejeter à la fin de la phrase les raisons qui ont poussé à ce changement de vie, à cette décision extrême
de tout quitter. Sauf que le suspense est encore entretenu, puisque les raisons ne nous sont pas encore données, hein, des raisons qui ne surprendront que les natures vraiment endurcies. Il va falloir attendre le paragraphe d'après pour connaître les raisons qui ont donc motivé ce départ. Et vous voyez que plus qu'un départ, c'est une fuite, hein, le plus loin possible. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se rendre compte dans ce texte que non seulement c'est une fuite géographique, je vous montrerai où se situent les îles polynésiennes sur une carte, c'est très très loin, 24 heures d'avion, hein, si vous souhaitez planifier vos prochaines vacances, qu'on n'aura peut-être pas cet été. Mais c'est aussi surtout une évasion idéologique, puisque l'idée c'est de quitter un système, le système capitaliste, pour aller vers un système qui se soit débarrassé de la considération monétaire. Alors justement, le deuxième paragraphe va exposer les raisons propres à ce narrateur qui explique sa fuite. La première phrase est très courte, elle tombe un peu comme un couperet, et du coup elle fait contraste avec la précédente qui était très longue, et avec celle qui va suivre qui sera très développée aussi. Donc, vous voyez, cette phrase c'est un peu comme un pivot entre la précédente et la suivante. Et cette phrase, évidemment, c'est l'écho du titre. J'avais soif d'innocence. Alors, cette formule, j'avais soif d'innocence, vous vous rendez bien compte qu'elle est métaphorique. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle vient associer un besoin extrêmement concret, hein, le besoin de la soif, à une considération non matérielle, hein, un petit peu comme une sorte d'allégorie. Hein, cette phrase, cette formule vient associer du concret, avoir soif. Hein, en général, on a soif, donc on va boire de l'eau ou je ne sais quoi. Mais on a soif de quelque chose de concret, pas de quelque chose d'abstrait. Or, l'innocence, c'est effectivement un concept abstrait. Hein, on ne peut pas le tenir entre ses mains, on ne peut pas le mettre dans un verre d'eau. Donc, cette formule métaphorique, elle permet au narrateur de montrer à quel point c'est un besoin quasiment vital. Il nous montre à quel point c'est quelque chose qui lui tient vraiment, vraiment à cœur. Ça nous montre, voilà, à quel point ce besoin est extrêmement fort. La suite développe les raisons. On va retrouver les mêmes éléments que vus précédemment. On y va pour les termes souvent péjoratifs associés à la société. Je vous rappelle que notre parcours s'appelle Individu, morale et société. Donc compétition frénétique. Et comme c'est mon jour de générosité, je rappelle que frénétique, ça veut dire qui est presque de l'ordre de la folie. Hein. Quand on est dans un état d'excitation frénétique, c'est que on est sorti de son corps, on se contrôle plus trop. Ben, c'est ça, frénétique, c'est l'excès qui nous rapproche de la folie. On a le mot profit, lutte, absence de tout scrupule. Bon, voilà, éventuellement matériel. Et puis de l'autre, on va s'apercevoir, dans les termes en opposition, on a cette idée de nature un peu délicate. Hein. Voilà, c'est insensible, hein, notre narrateur. Une âme d'artiste. Et puis on a la formule P, P de l'esprit. Donc on comprend que les raisons de son départ sont liées finalement à une inadéquation entre sa nature profonde, hein, c'est quelqu'un de sensible qui se présente comme étant un artiste, et la société dans laquelle on vit.
dont le mot d'ordre semble être l'argent. Et vous voyez que de nouveau, on va trouver sa tendance à exagérer et à ne pas nuancer les choses, hein, le fameux manichéisme dont on a parlé tout à l'heure, devenu la règle, vous voyez, comme s'il n'y avait pas d'exception. Tout est définitivement pourri dans l'univers dans lequel il vit. Alors, si j'utilise pourri, c'est pas par plaisir d'utiliser un terme familier, mais c'est plus un clin d'œil à William Shakespeare. Et au démarrage d'Hamlet, sa pièce de théâtre. Et il y a une célèbre formule hein, qui dit il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Donc l'idée d'une société corrompue, voilà, est souvent associée à ce verbe pourrir. Donc voilà, je rends à Shakespeare ce qui est à Shakespeare. Et loin de moi l'idée de ternir vos esprits par du vocabulaire familier. Vous voyez, de plus en plus difficile. Vous voyez comme il a tendance à ternir le tableau. Et on verra que ce procédé, ces petites allusions qui renforcent l'impression de manichéisme, se poursuit dans tout l'extrait. Alors, autre peut-être jeu d'opposition hein, qu'on pourrait noter, encore qu'on pourra peut-être pas forcément tout dire le jour de l'oral, mais difficile, facilité. Alors, de quoi parle-t-il là ici concrètement? C'est que on a l'impression qu'il a des scrupules, lui, à participer à cette société de consommation. Il reconnaît que finalement, pour avoir une certaine sérénité, il est obligé d'acheter des choses, mais ça l'embête de participer à ce système. Voilà, quand il nous parle de ces quelques facilités matérielles, c'est presque une périphrase pour désigner voilà, ce dont il va avoir besoin pour être tranquille. Alors ça peut être peut-être des, je sais pas moi, des livres, je sais pas moi, du bon vin, des aliments satisfaisants pour son palais, etc. Voilà. Donc, comme il a, ou des beaux vêtements, comme il a l'impression de participer à ce système, voilà pourquoi il dit que c'est de plus en plus difficile pour lui. Bon, voilà pour ce paragraphe, je pense que c'est à peu près tout. Et on va voir que l'enchaînement avec le suivant se fait grâce au renforcement posé par... je vais peut-être le mettre en fluo. Par l'adverbe d'affirmation oui. Ça permet à la fois de faire une espèce de relance. Alors, je vais arriver à le mettre en fluo. Bon. On va le mettre en fluo jaune. Voilà. Donc, ce oui sert à faire une espèce de relance. Ça lui permet aussi de renforcer sa prise de position, c'est-à-dire ce rejet total du monde capitaliste. Et regardez que l'espèce de relance, de transition, elle se fait aussi sur ce mot besoin que l'on retrouve ici à la ligne 10 comme on l'avait à la ligne 6. Alors je continue là le repérage de notre lexique. Vous voyez, on a désintéressement, forcément que je vais mettre. C'est ce qu'il recherche et il pense qu'il va le trouver en Polynésie. Voilà. Allez, on va relever ces termes positifs. L'idée d'amitié, qui est une valeur qui doit dépasser celle de l'argent. Rêver, simple et serviable. Vous voyez, l'idée de simplicité, c'est qu'elle va à l'encontre de la complexité du monde matérialiste. Calcul sordide, alors là,
au contraire, on est dans tous ces termes péjoratifs qu'il vient associer à l'univers qu'il rejette. On retourne sur des valeurs positives avec amitié. Et puis regardez de nouveau ce vocabulaire péjoratif. Et puis le verbe ternir, hein, cette idée que voilà, l'argent vient tout gâcher dans les rapports humains. Donc voilà, pas de procédé vraiment majeur, mais voilà, on s'aperçoit que dans ce paragraphe qui met en attente l'action, hein, parce que voilà, pour l'instant, il remonte aux sources de sa décision, mais voilà, le récit, l'action en elle-même ont été mis sur pause. Donc voilà, dans ce paragraphe, on découvre encore l'opposition entre ces deux univers. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu un portrait du personnage qui s'esquisse très légèrement. C'est-à-dire, bon, on avait découvert tout à l'heure que c'était un artiste, qu'il était sensible, et on voit que c'est quelqu'un qui est attaché à des valeurs, les valeurs de l'amitié, la simplicité. Voilà, donc on comprend aussi que c'est quelqu'un qui a des amis. Hein, donc, c'est d'autant plus intéressant que s'il fait le choix de partir, c'est pas forcément pour vivre en ermite, hein, ou c'est pas parce qu'il était seul. Hein, voilà. Donc c'est vrai que en filigrane dans cet extrait, on a des petites notations descriptives qui nous permettent de cerner le profil social et psychologique du narrateur. Absolument pas son physique, hein, mais voilà, son caractère. Alors je voudrais peut-être ajouter une idée, c'est que, alors quand j'ai parlé de renforcement, c'est vrai que ce paragraphe vient encore enfoncer le clou sur cette idée que la société est corrompue, qu'il faut la fuir, surtout quand on a des valeurs, etc. Bon, si Romain Gary insiste tant, c'est aussi pour nous préparer à la chute inattendue qui va survenir. Parce que notre fameux artiste, quand il va tomber sur des toiles, qu'il va imaginer comme étant des toiles de Gauguin authentiques. Alors pareil, vous serez peut-être allé voir qui était Paul Gauguin, un célèbre peintre, qui a vraiment laissé son identité aux îles Marquises, qui a peint souvent les Polynésiennes. Ces toiles sont dans les musées et se négocient dans les ventes aux enchères à des sommes astronomiques. Seuls les riches collectionneurs ou les musées du monde peuvent les acquérir. Donc, notre narrateur artiste, quand il va tomber sur ces toiles, l'appât du gain va vite revenir à la surface. La perspective de s'enrichir en revenant justement en métropole et de vendre ses toiles lui met des étoiles dans les yeux d'un coup. Donc, vous voyez, autant là dans l'Inkipit, il affirme que voilà, il est loin de tout ça, que c'est pas ses valeurs, mais quand il va tomber sur une opportunité, alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y aurait un vrai renversement de situation, puisque celle qui lui a donné ses toiles l'a bien eu, puisqu'en fait, elle savait que c'était elle qui les avait peintes, que c'était absolument pas des œuvres de Gauguin authentiques, hein, mais voilà, elle a bien abusé de lui, de sa crédulité, et elle est venue titiller son côté vénal, finalement. Donc, vous voyez que les effets d'insistance dans cet Incipit sont intéressants, notamment quand on connaît la chute de l'histoire, parce qu'on s'aperçoit que là, c'est vraiment un beau discours qu'il tient, mais que finalement, dans la réalité, tout ça va voler en éclats.
Allez, j'en reviens à la ligne 15. Alors là, c'est pareil, on a une courte phrase qui nous permet de revenir à la chronologie de son récit. Alors, je n'irai pas jusqu'à voir une espèce de jeu de mots avec liquider, hein, mais c'est vrai que on désigne souvent l'argent comme étant voilà, des liquidités. Voilà, mais liquider, c'est au sens ici de régler. Hein, voilà, donc il a réglé des affaires administratives, etc., qui lui permettent de venir. Et vous voyez, quand je parlais du retour du récit, il est là, hein, avec, alors je vais le souligner comme précédemment, bon, non, décidément, allez, je vais souligner, arriver, on a effectivement un verbe au passé simple. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je dirais pas qu'on a le champ lexical du voyage, parce que bon, c'est pas très pertinent. Il n'empêche, on a beaucoup de termes qui renvoient à cette idée de déplacement géographique et de fuite. Et on avait quitté, je vais tous vous les mettre d'un coup, on avait quitté à la ligne 1, on a me retirer, hein, qui renvoie, qui suggère bien l'idée d'une fuite, d'un repli sur soi. Je vais relever les verbes, hein, je ne vais pas prendre la formule le plus loin possible. Hein. On a m'évader, ligne 6. On a fuir, la ligne 21. On a aller vivre, hein, avec aller, on a évidemment un verbe de déplacement. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le lexique de la fuite. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une espèce de gradation. Au départ, c'est quitter, c'est m'évader, et puis on s'aperçoit que le dernier qui intervient, plus ou moins, c'est l'idée de fuite. Hein. Donc voilà, non seulement ce sont des indices du récit, mais cela renseigne bien sur cette idée de déplacement géographique pour fuir une réalité insatisfaisante. Alors là, je vais commenter les noms de lieux qui interviennent. Alors bon, voilà, forcément, Tahiti. Alors je voudrais bien entourer peut-être le... Je vais peut-être aller à l'insertion. Bon, allez, je vais faire... ah, ça y est. Allez, on va changer de code un peu. Remplissage. Aucun. Et le contour. Allez, bleu, c'est pas mal. Donc, le toponyme Tahiti. Alors bon. Tahiti. Il a choisi quelque part l'archétype du lieu paradisiaque. Hein. Je crois que pour une grosse partie de la population, Tahiti, c'est vraiment le nom de lieu qui va faire rêver. Je vous souhaite une fois dans votre vie d'y aller, mais c'est pas à Tahiti que vous serez séduit et que vous trouverez l'eau transparente, cristalline et les palmiers qui vont avec. Hein, c'est d'ailleurs plutôt volcanique et puis voilà, c'est entre guillemets relativement urbanisé, donc c'est pas ça qui séduira le voyageur. Mais voilà, dans le choix qu'a fait ici Romain Gary, il a vraiment choisi voilà, l'archétype du paradis terrestre, Tahiti. Au moins dans sa consonance, si ce n'est dans sa réalité. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, il a fait le choix de l'été. Tant qu'à nous servir la carte postale, autant la proposer, si vous voulez, avec ce qu'elle a de plus séduisant pour les lecteurs, la saison estivale. Alors, j'ai dit que j'allais vous montrer
pour ceux qui ne sont pas forcément très bons en géographie. Alors, bon, allez, je dézoome pour que... Voilà, on est dans le Pacifique Sud, ça va, là tout le monde y est. Voilà, la Polynésie française est là, alors c'est un archipel, hein. Et donc l'île principale, c'est effectivement l'île de Tahiti, et la capitale, qui va être évoquée tout à l'heure, Papeete, est ici. Et quand il va se rendre aux îles Marquises, on n'est pas très très loin. Hop, je vous les fais apparaître. Alors ça fait quand même un petit trajet en bateau. Vous voyez, Polynésie, bateau. Si ouais, vous avez à peu près l'échelle ici, hein. Donc il y a un bon petit trajet. Il y a à peu près là 200 km, donc à la louche. Bon, après, attendez, hein, allez, puisque j'ai la carte, on va faire itinéraire, on va faire... Alors bien sûr, en 1960, les bateaux étaient un peu plus... Ah ben oui, alors attendez, on va... En voiture, ça va être difficile. On va lui proposer... Alors, il ne peut pas me proposer... Non, à pied, ça ne le fera pas. En avion non plus. Bon. J'aurais aimé avoir le temps de traverser en bateau. Allez, ferry. On va essayer en ferry ce qu'il me propose. Non, bon, allez. Vous me permettez, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je vous dise ça. Temps. Ça ne va pas beaucoup impacter notre explication de texte, c'est juste en vous montrant la carte que vous compreniez que son désir de s'éloigner de la civilisation, il le pousse quand même jusqu'au bout, parce que il y a une bonne petite trotte entre l'île principale et puis les îles Marquises, qui sont encore plus reculées de la civilisation. Voilà, bon. Donc, en bateau, vous voyez, il faut plus d'une journée pour faire la chose. Bon. Alors, il y avait des avions hein, dans les années 60, donc de nos jours, on peut faire, voyez, en 4 heures de vol, mais voilà, on sait qu'il va utiliser le bateau. Allez, je reviens à mon texte après cette... je crois qu'on a tous envie d'évasion, en fait, hein, en cette période de confinement, donc c'est peut-être pour ça que j'ai poussé la recherche aussi loin. La phrase de la ligne 17, hein, je vous avais proposé une question préparatoire là-dessus, elle joue vraiment la carte du contraste. Déjà, elle aussi, elle tombe un peu comme un couperet, elle est courte, elle est isolée, hein, comme si elle constituait à elle seule une sorte de paragraphe. Et elle le surprend non seulement parce qu'elle est brève, mais aussi parce que y a ce sentiment de déception qui arrive. Première douche froide, si vous voulez. Hein, il s'est quand même payé un voyage énorme. Hein. Alors, on ne sait pas d'où vient le personnage, s'il vient de Paris, etc. Mais quoi qu'il en soit, dans les années 60, hein, pour venir jusque-là, c'est un vol avec escale, au mieux 24 heures. Donc, vous voyez, c'est pas un petit voyage qu'il a fait, et il arrive là, douche froide, la déception par cette ville. Donc, il n'est pas encore au bout de ses peines. Et donc, je rappelle, voilà, c'est la capitale de la principale île polynésienne française. Alors, on a une explication derrière. Hein, donc, l'explication va de nouveau faire jaillir ce vocabulaire péjoratif de la civilisation. Je le mets en fluo. On va voir tout le lexique de l'argent qui va avec. Salaire.
salarié, être payé. Voilà, on sent bien que pour le personnage créé par Romain Gary, c'est ce rapport à l'argent qui vient tout vicier, qui vient tout corrompre. Et vous voyez les termes péjoratifs souvent qu'il emploie. De la même manière, comme on a vu tout à l'heure, cette tendance qu'il a à exagérer, à enlever la nuance, on la retrouve aussi ici. Regardez, partout. Éventuellement, le terme insistance. Alors évidemment, voilà, la phrase repose sur un contraste entre voilà, charmante et puis tout ce qu'il rejette. Donc c'est pas une incompatibilité de visuel, de paysage, hein, ça lui plaît, mais c'est le reste. Alors, ce qui est intéressant dans cette phrase, peut-être, c'est la formule, il montre partout le bout de l'oreille. Alors, on a l'impression que c'est une sorte de personnification. Je vais souligner, et je vais souligner d'une autre couleur. Alors, une sorte de personnification, hein, montrer le bout de l'oreille, qui donnerait presque l'impression que le narrateur est comme suivi par une espèce d'animal, alors qu'on pourrait penser monstrueux, hein, et qui vient le surprendre à des endroits auxquels il ne s'attendait pas. Donc voilà pour cette espèce de, voilà, appelez ça une personnification. Il montre le bout de l'oreille, qui vient donner une espèce d'image concrète à cette notion de civilisation. Alors, on notera aussi une formule qui revient, c'est la deuxième fois, on l'avait eu là, fuir le plus loin possible, on l'a ici. Voilà. Je vais mettre ça, allez, hop, et on l'avait ici. Alors, comment on peut l'exploiter, cette répétition? Eh bien, elle donne l'impression que les choses recommencent. Qu'il est revenu à son point de départ en quelque sorte. Hein, voilà comment on peut... Ça veut dire que pour le trouver, son endroit idéal, il faut de la persévérance. Retour au récit avec le paragraphe qui suit. Je résolus donc, hein, voilà un passé simple. Et regardez, on avait décidé, là on a résolu, quand je disais qu'on a l'impression que le scénario se répète, hein, à la limite, on a exactement la même formule. Je décidais, je résolus, c'est quasiment la même chose. Donc il pousse plus loin, hein, puisqu'il faut voilà, quasiment une journée complète pour se rendre dans l'archipel des Marquises, archipel qui appartient à la France. Et donc on reste sur cette idée un peu de carte postale un peu naïve, c'est-à-dire que pour fuir la civilisation, eh bien, il faut aller dans une île perdue. Hein, un peu comme s'il s'agissait de jouer les Robinson Crusoe, en s'isolant sur un petit bout de terre entouré d'eau. Voilà peut-être le seul endroit où on pourrait fuir la civilisation. Donc, on retrouve donc ce... Donc les Marquises, c'est un lieu qui existe. En revanche, bon, j'ai cherché. Donc Taratora, vraisemblablement, c'est un nom fictif. Bon, alors après, il y a beaucoup d'îles dans les Marquises, mais on n'a pas a priori, il n'y a pas a priori d'île
Odilo Marquise qui s'appelle ainsi, Taratora, mais c'est vrai qu'il y a des consonances assez proches. Voilà, on est vraiment dans les consonances tahitiennes ici avec Taratora. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait dans le dictionnaire tahitien, s'il y avait effectivement un sens particulier. Bon, il n'y a pas de sens particulier, donc là je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir couper les cheveux en quatre. Je pense que vraisemblablement Romain Gary n'a peut-être pas voulu stigmatiser une île en particulier. Et donc il a choisi tout simplement un nom d'île à consonance tahitienne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors il faut quand même que j'évoque cette idée de comptoir perlier d'Océanie. La Polynésie française est une espèce de plaque tournante, alors rien de péjoratif, on n'est pas dans l'univers de la drogue, mais plaque tournante, si vous voulez, pour la culture de la perle. La perle noire de Polynésie est très réputée, c'est une sécrétion de nacre qui est produite par une certaine race d'huîtres, variété d'huîtres, ça sera plus joli que race. Nous, on connaît les perles de culture blanche, mais voilà, en Polynésie, ils ont une autre variété d'huîtres qui permet, je peux vous montrer. Donc voilà pourquoi, même dans des endroits reculés comme celle des Marquises, des grandes sociétés perlières venaient avec les bateaux chercher les perles qui sont cultivées sur place pour les ramener sur le continent auprès des grands joailliers, des grands bijoutiers. Voilà, vous voyez, c'est ça la perle noire de Tahiti. De nos jours, entre le tourisme et la culture des perles noires, ce sont vraiment les deux sources de revenus de la Polynésie française. Je ferme cette parenthèse géographique. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette phrase en tout cas, c'est qu'elle nous montre à quel point il est obligé pour toucher du doigt son idéal d'innocence, il est obligé d'aller très très loin. Vous voyez, vous avez l'idée ici non seulement de l'isolement géographique avec perdu, et en plus l'île est petite. Donc si elle est petite, ça veut dire qu'il risque d'y rencontrer peu de personnes, donc peu de probabilité d'être confronté à tout ce qu'il a rejeté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, un gros bateau ne va y accoster que 3 fois par an. Donc ça limite la possibilité d'échange. Donc on va dire qu'il prend toutes les précautions pour là-bas ne pas être confronté à la civilisation. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette idée. Il l'a choisi petite, voilà les 3 circonstances si vous voulez, il choisit une île, bon bien sûr du Pacifique, petite, qui est bon qu'il choisit au hasard, bon ça il aurait pu plus mal tomber, et puis surtout qui ne va être fréquenté par des gros échanges commerciaux que 3 fois par an. La phrase qui suit va être intéressante parce que voilà, ça y est, les choses tardaient, et là on a vraiment l'impression que son idéal, il va le toucher du doigt. La preuve, on voit surgir ces termes positifs, hein, mes rêves. En revanche, la formule qui nous tient en éveil et qui nous fait dire en tant que lecteur, si on ne connaît pas la fin, qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il risque de ne pas le réaliser, son rêve,
C'était ça. Et était sur le point de se réaliser. Et la formule sur le point de, elle laisse planer une certaine ambiguïté. On se dit, est-ce que vraiment sa vie va changer? Est-ce qu'il a enfin touché son objectif? Pas si sûr. Bon, pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, on va répondre définitivement non. Allez, je vais souligner ça. Allez hop, en violet. Alors, en revanche, ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'il y a une espèce d'immédiateté. Ça fait tellement de temps et de kilomètres, finalement, qu'il attend de trouver cette innocence, qu'on va avoir beaucoup de formules qui vont renvoyer à cette idée d'immédiateté. Alors, on a dès que. Sur le point 2. Vous allez voir, c'est pas fini, j'anticipe. On a au premier pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dès que au premier pas. Et puis on aura la ligne 30 immédiatement. Un petit peu cette assurance que ça y est, voilà, il y est. Et comme si c'était un principe magique en fait. Voilà, cette île, elle est magique. Dès qu'il met le pied dessus, il y a son rêve qui lui explose au visage. Hein, si je peux m'exprimer ainsi, vous comprenez comment on peut exploiter ces formules que je viens de mettre en gras et en violet. Hein, vraiment, ces indices temporels, ils donnent l'impression que cette île, quelque part, elle est magique. Ça y est, elle réalise enfin son rêve. Allez, le dernier paragraphe va nous intéresser particulièrement parce que il va nous proposer une description méliorative du panorama de l'île. Donc on va venir mettre en avant toutes ces formules qui viennent mettre en valeur l'île et qui nous donnent, nous aussi, un lecteur, l'impression d'avoir mis les pieds au paradis de l'innocence. Donc vous avez effectivement, allez, on peut mettre le mot, allez, beauté qui est positif. Allez, je mets tout ce qui renvoie au monde naturel, vous l'avez compris. Bon, je vais. Et après, dans le détail, on va venir commenter ce qui est a priori extraordinaire dans ce paysage. Bon, protection, c'est positif. Bon, éventuellement, village aux paillotes pour le côté folklorique, hein, encore que. En revanche, absence de tout souci. Les bras ouverts, hein, le signe de convivialité. Signe de générosité. Et puis, gentillesse et amitié. Donc cette vision idyllique de l'île, elle passe bien sûr par ces termes que j'ai mis en avant, elle passe aussi par le verbe s'offrir. Alors ce verbe, il est intéressant parce que il s'oppose évidemment au lexique de l'argent que l'on a vu précédemment. Ici, c'est gratuit. Voilà ce que je veux dire par là. Hein, donc tout ce qu'il a fui, lui, c'est ce rapport continuel, perpétuel à l'argent. Et là, je pense que le verbe s'offrir, il n'a pas été choisi au hasard. Hein. C'est cette idée, voilà, ce qui est offert, c'est ce qui est transmis de manière gratuite. Là, il faut vraiment le relever. Alors, si le paysage est idyllique, c'est aussi parce qu'il réunit de manière harmonieuse tous les contrastes. Regardez,
la montagne est associée à la mer. Les récifs, qui a priori sont dangereux, hein, puisque un bateau peut échouer sur un récif. Vous pouvez, vous, sur un récif corallien, vous déchiqueter le pied ou la jambe. Mais regardez, les récifs, en fait, c'est une barrière protectrice finalement pour l'île. Donc, on a l'impression que la géographie elle-même du lieu est généreuse et protectrice. Et on s'aperçoit que dans la vision subjective que le narrateur a de la ville, tout est interprété de manière positive. Je vous donne un exemple. Quand il nous parle du petit village aux paillotes, dont la légèreté même semblait indiquer une absence de tout souci. Alors, si les paillotes ont une architecture légère, c'est peut-être aussi c'est lié à un mode de vie un peu rudimentaire, hein, au fait peut-être qu'ils n'ont pas d'argent pour construire en dur, lié aussi au fait qu'ils utilisent ce qu'ils ont sur place pour construire et ne pas dénaturer l'environnement géographique. Mais pour lui, c'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire de nouveau un signe de clémence. Bon, pourtant l'île peut essuyer des tempêtes et là la légèreté de la paillote sera un vrai défaut puisqu'elle va s'envoler. Mais ça, il ne le voit pas. On a vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, un narrateur un peu naïf. Et là, clairement, on a un exemple de cette vision subjective où on voit que la description qu'il nous offre, puisque on voit à travers ses yeux, elle est vraiment subjective et qu'il vient tout, entre guillemets, positiver, et le moindre indice pour lui est un indice de bonheur à venir. Même chose aussi avec le contact avec la civilisation, enfin, avec la population locale. Regardez, c'est presque une espèce de... Allez, comment on pourrait dire? Alors, le terme officiel, c'est un topos, c'est-à-dire un lieu commun. C'est-à-dire cette idée de gens accueillants qui courent. Hein, on peut ajouter un ralenti et là, tout le monde voit le côté... le côté un peu stéréotypé de l'image qu'il nous offre, c'est-à-dire des gens qui courent vers vous les bras ouverts, hein, vous ajoutez un ralenti et une musique un peu guimauve et vous comprendrez ce que je veux dire ici. Donc on s'aperçoit que dans sa vision subjective, la population est déjà là, face à lui, 100% généreuse. On l'accueille à bras ouverts, c'est le cas de dire. Et vous voyez, tout à l'heure, on aurait pu le relever, hein, quand j'ai mis en violet là, ces formules, regardez déjà, hein, dans l'idée, c'est magique, tout intervient alors que je viens d'arriver, on a aussi, c'est vrai, cet adverbe déjà. Donc, non seulement la vision du paysage est idyllique, mais on voit qu'elle contamine déjà la vision qu'il a de la population locale. Et alors, il y a une formule, j'espère qui vous a sauté aux yeux. C'est cette formule que je vais mettre en évidence ici. Allez, pas de remplissage. Bon, elle est en rouge peut-être parce qu'elle est importante. Une population dont on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l'amitié. C'est tendancieux cette formule. Tout obtenir de quelqu'un, ça veut dire en abuser, lui retirer le peu qu'il a.
dont on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l'amitié, il y a l'idée quelque part derrière un peu de manipuler. C'est spécial cette formule, tout obtenir. Donc vous voyez, quand je vous disais que le personnage a un caractère qui fait que lui aussi, consciemment ou inconsciemment, il va abuser les gens de cette île. Mais tel est prix qu'il croyait prendre, c'est lui finalement qui va y laisser des plumes, 700 000 francs pour la petite histoire. Donc voilà, cette dernière formule, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté le texte ici, c'est que on voit quelque part, à travers cette formule, se dessiner une des péripéties qui va suivre, c'est-à-dire il va proposer de racheter toutes ces toiles à cette femme qui a lâché des petits indices qui ont conforté le narrateur dans l'idée que c'était forcément des toiles de Paul Gauguin, mais il est persuadé que cette femme, de toute façon, n'est pas très éduquée, qu'elle n'a pas fait d'études et qu'elle n'est pas à même de reconnaître des toiles de Gauguin. Or, il se met le doigt dans l'œil parce qu'il s'avère qu'elle a fait des études de beaux-arts en France et elle est davantage spécialiste d'art et notamment de Paul Gauguin que lui-même, puisqu'elle sait exécuter ses toiles à la perfection. Donc, voilà, cette formule, il ne faut pas la rater dans l'extrait. Je profite d'ailleurs pour vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu une toile de Paul Gauguin, elles sont faciles à reconnaître. C'est vrai qu'il avait une palette de couleurs et une thématique aussi avec les femmes polynésiennes. Voilà, ça c'est typique des toiles de Gauguin peintes pendant son séjour aux îles Marquises. Bon, pas ouvert le bon site. Vous voyez, alors voilà comment il a représenté la population pendant ces années aux îles Marquises. Vous voyez, femme tahitienne, 1891. Et donc notre narrateur va se faire avoir par cette femme qui reproduit à la perfection les toiles de Paul Gauguin. Donc pour en revenir à notre explication, voilà ce que je retiendrai finalement et qui pourrait nous servir en conclusion, c'est que on est face à un incipit qui exploite vraiment ce thème qu'on retrouve souvent d'ailleurs en littérature, le thème de « je rêve de changer de vie »,« je veux changer de vie »,« je veux tourner le dos à la civilisation ». Donc cette idée de se mettre à l'écart de la civilisation, c'est vraiment un thème très récurrent en littérature. Ça, c'est évident. Donc on retrouve ce thème-là, ça c'est évident. Ce qui est intéressant dans cet incipit, c'est son traitement sous la forme presque d'un journal intime. On a l'impression d'être face à la confession d'un homme qui nous fait rentrer dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses prises de décision capitales. Ça, c'est aussi intéressant. Mais quand on gratte un petit peu, on découvre la psychologie. On découvre aussi peut-être l'idée de Romain Gary sur la société. Finalement, ce qui corrompt la société, c'est l'argent ou c'est les hommes ? Je m'explique, on a vraiment l'impression que même sur une petite île polynésienne, où le capitalisme paraît vraiment à des milliers de kilomètres, eh bien, on va être déçu. Pourquoi ? Parce que il y a un homme et une femme et chacun va abuser l'autre parce qu'il y a cet appât de l'argent. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le texte de
et dans cette nouvelle entière de Romain Gary, c'est qu'on a effectivement une réflexion sur les dérives de la société capitaliste. On l'a tous fait, ce constat, et notamment actuellement. Je pense que le contexte de confinement nous montre malheureusement à un moment où il faudrait réfléchir à une autre organisation de notre manière de vivre, consommer local, moins consommer. Regardez, il y a une pollution moindre, donc la planète se trouve mieux, mais voyez que la préoccupation numéro 1, c'est l'économie, l'argent, l'économie, le profit, l'intérêt. Donc ce texte, le hasard, fait qu'il tombe à un moment où notre société est dans une situation ô combien particulière, mais voilà, on a tous fait ce constat selon lequel l'argent, souvent, ça pourrit tout. Et ça peut pourrir aussi des rapports humains, ça peut mettre la brouille dans des familles. Voilà, ça, on a tous fait ce constat. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il nous montre finalement que c'est peut-être pas tant l'argent, ce sont les êtres humains aussi qui, étant cupides, vont finalement s'asseoir sur la morale et abuser les autres. Alors, donc, je sais que vous aimez bien avoir une vraie conclusion. Donc, si j'étais à l'oral, je dirais, à l'issue de cette étude linéaire, je retiens que ce début de nouvelle propose de suivre le parcours géographique et la vision subjective d'un narrateur qui trouve refuge dans une île paradisiaque. C'est donc l'occasion pour Romain Gary d'opposer deux systèmes, celui de l'innocence, qui s'épanouirait dans un cadre naturel parfait, et celui de l'économie capitaliste qui noircirait tout. La suite de la nouvelle montrera d'ailleurs l'hypocrisie du personnage, qui va être alléché par l'idée de faire fortune avec des toiles censées avoir été peintes par Paul Gauguin. Et on apprendra aussi qu'une des habitantes de cette île Taratora, loin d'être inculte et naïve, abusera elle-même le narrateur. Tel est pris qu'il croyait prendre. Preuve que par une nouvelle, on peut aussi faire réfléchir les lecteurs, même si c'est pas proprement parlé, à la différence du conte, une forme d'argumentation indirecte. On sent qu'entre les lignes, le romancier ici nous propose une réflexion sur la société et les hommes. Voilà, donc je pense avoir à peu près géré toutes les questions préparatoires que j'avais pu vous donner, d'ailleurs. Voilà. À l'oral, on ne pourrait pas tout dire, j'en suis bien consciente. Moi, mon but ici, c'est un petit peu comme en classe, quand on est en présentiel, c'est de trouver tout ce qui est à dire sur le texte. Mais voilà, si on se chronomètre, il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas dire, puisque je vous rappelle le timing, donc 2 minutes pour l'intro et la lecture, puis 8 minutes pour l'étude linéaire, qui inclut aussi la conclusion. Donc ça passe relativement vite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Alors certains m'ont demandé pour le texte de Jules Verne de proposer une correction sur les différentes questions grammaticales que j'avais proposées. Donc je vais vous les faire en enregistrement, mais cette fois-ci uniquement audio. Voilà, en essayant de respecter aussi ce timing de 2 minutes. Pour ce qui est de ce texte-là, pareil, je peux vous proposer des pistes grammaticales. Et puis, de toute façon, ces pistes grammaticales, vous allez pouvoir les gérer avec les entraînements à l'oral que je vais vous proposer. Parce qu'on peut difficilement attendre début juin une annonce qui vous ferait sauter au plafond. Parce que si au contraire l'épreuve est maintenue, vous serez bien content d'avoir